13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices, vous êtes bien sur RBS 91.9 pour entendre les rendez-vous du monde de la caresse. Alors je tiens à m'excuser auprès des fidèles de l'émission parce que aujourd'hui je risque de briser un peu tous les cadres bien rassurants qui organisent notre prise d'antenne. Je vais commencer par regrouper les informations et notre agenda culturel en une seule chronique, de dates, de rendez-vous. Aujourd'hui, le 30 juin, il ne vous a pas échappé qu'il y a les élections. Alors, aujourd'hui, prenez rendez-vous avec votre bureau de vote à Strasbourg. Ils sont ouverts jusqu'à 20h. Autre info, autre date, autre rendez-vous, le 7 juillet. Et c'est aussi un jour d'élection, le second tour. Et vous aurez à ce moment rendez-vous avec votre bureau de vote le même et aux mêmes heures de la journée. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la différence entre second et deuxième ? Eh bien, quand vous utilisez le mot deuxième, cela signifie qu'il y aura au moins un troisième, une succession, et qu'on ne s'arrêtera pas à deux. Après le second, il n'y a plus rien. Et ce n'est pas un détail. Il n'y a pas de troisième tour. Ne l'oubliez pas. Par contre, là, maintenant, vous avez rendez-vous avec le monde et vous aurez jusqu'à 15h pour vous demander quel bulletin glisser dans l'urne. Sauf bien sûr si vous nous écoutez sur votre portable bien mobile et en mesure de vous mobiliser jusqu'à une urne. En tout cas, pour les 2 prochaines heures, la caresse et le CVIC sont là pour vous donner bénévolement l'occasion de vous secouer les neurones, vous aider à apaiser votre esprit et vous rafraîchir la tête avec une brise d'interculturalité et de citoyenneté. Alors cette semaine, je vous propose d'entendre de nouveaux témoignages de personnes arrivées en France pour renouveler cette série d'émissions Mon arrivée en France. Alors j'aimerais profiter de ce micro ouvert pour faire un appel. Alors en effet, j'ai beaucoup de mal à recueillir des témoignages de femmes pour qu'elles nous parlent de leur arrivée sur l'espace de la République française. Alors n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook du CVIC de Strasbourg ou à faire un commentaire sous une vidéo de notre chaîne YouTube CVIC Strasbourg ou à nous envoyer un mail à cvic.strasbourg@gmail.com. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire une nouvelle série de témoignages sous le titre « Mais bon sang, je suis français ou je suis française » où je souhaite donner la parole à des citoyennes et des citoyens de la République française que trop de personnes considèrent comme étrangers ou étrangères. Alors tant qu'il y a une personne qui les considère ainsi, il y en a déjà trop. Alors là aussi, vous pouvez laisser un mot sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube, CVIC Strasbourg, ou par mail au cvic.strasbourg@gmail.com. Parlons d'autre chose, la chronique livre de la caresse. Dans le cadre de Strasbourg, capitale mondiale du livre. Alors, pour la chronique d'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de littérature classique, mais de ce qu'on appelle la littérature grise. En tout cas, c'est communément ainsi qu'on appelle les publications non commerciales qui vivent, voire qui dorment, dans nos archives municipales, départementales, régionales, nationales et internationales. Comme vous l'avez déjà compris, ce ne sont pas des livres qui précèdent le roman noir. L'expression littérature grise désigne des ouvrages qui remplissent les rayonnages des bâtiments d'archives, des rapports, des recherches, des enquêtes, qui sont censés accompagner la compréhension d'un fait ou d'une situation, et ainsi alimenter la décision politique. Les documents reliés sont produits par les administrations, les industries, l'enseignement supérieur, la recherche, les services, les ONG, les associations, etc., etc. À part quelques exceptions, vous ne trouverez pas ces livres en bibliothèque, bien qu'ils soient accessibles à tous et à toutes. Ce sont des livres de ceux auxquels on ne pense pas quand on parle de livres. Et pour cette dernière émission de la saison, il me semblait intéressant de parler de ces livres discrets, ces livres de l'ombre, loin de la lumière, mais qui ont un impact plus ou moins important, souvent très important, sur les décisions politiques. Et donc sur nos vies. Des mots choisis pour peser sur le pouvoir législatif et exécutif, parfois judiciaire. À tous les échelons de la vie politique, du local à l'international, un peu plus sur les personnalités politiques. Et par chance, j'ai participé à la rédaction d'un tout petit bout de cette littérature grise, avec les membres de la caresse, le livre blanc des assises sur le rôle de l'étranger dans la cité, le livre blanc du CRE, le Conseil des résidents étrangers et des résidentes étrangères,
C'est dans ce livre qu'a été présenté le nouveau nom du CVIC, le Conseil de la vie interculturelle et citoyenne, qui prend la parole aujourd'hui à ce micro. Le livre blanc est avant tout l'aboutissement d'un travail collectif des différents groupes d'activités du CRE, le Conseil des résidents étrangers. Maintenant, le CVIC. Le groupe culture, le groupe communication, le groupe logement, droits des femmes. Nous avons développé une réflexion et des travaux de recherche pour aboutir à 30 préconisations et pour donner plus de poids politique aux étrangers et aux étrangères à Strasbourg, pour les accueillir mieux et pour leur permettre de participer à l'activité citoyenne de notre ville. Ce travail nous a permis de faire l'histoire de notre conseil depuis 1992 et le conseil consultatif des résidents étrangers pour aboutir au CVIC et ses projets. Cela nous a permis d'ancrer nos convictions à propos de l'accueil des étrangers, des étrangères, mais aussi des convictions par rapport aux valeurs qu'ont défendues les fondateurs de notre première République. Ils n'avaient pas proclamé la France terre d'asile pour rien. Ils pensaient vraiment que notre terre était un asile pour tous ceux et toutes celles qui vivaient sous l'oppression et dont la vie était en danger chez eux. Ce travail collectif s'est fait autour des rencontres des membres du CRE, de personnalités invitées, où nous avons parlé du positionnement politique, de lutte contre les discriminations, d'interculturalité, d'accueil de la différence. De ces discussions ont émergé 30 propositions pour que la ville de Strasbourg soutienne notre action. Ces propositions se déduisent de plusieurs valeurs essentielles pour notre instance, des valeurs qui sont également essentielles pour le fonctionnement de n'importe quelle république et dans n'importe quelle démocratie. La première, c'est la citoyenneté. Que peut une démocratie sans citoyens, sans citoyennes engagés, quelle que soit leur origine géographique et sociale? L'égalité, il est nécessaire que nous soyons tous et toutes considérés comme des égaux, que la République considère tout le monde avec autant d'importance les uns que les autres. Il n'y a pas et il ne devrait jamais y avoir de citoyens et de citoyennes de seconde zone. L'altérité, un autre mot pour parler de fraternité, sans pour autant oublier la sororité. Il n'y a pas de vie commune, pas de citoyenneté sans l'autre, parce que l'autre, c'est nous aussi. Nous nous perdons si nous laissons les autres à la dérive. L'interculturalité, une quatrième valeur. Et oui, que nous le voulions ou non, nous sommes tous différents et toutes différentes. Et nous sommes tous et toutes porteurs de culture. Des cultures du monde entier, mais aussi des milieux sociaux qui se sont imprimés en nous et des environnements qui nous ont fait grandir. Nous ne sommes pas forcément basques, bourguignons, bretons, alsaciens, aquitains, ouvriers, bourgeois, banlieusards, campagnards, forestiers ou citadins, mais nous avons tous et toutes un point commun. Nous sommes français. Et si notre pays est si riche de sa diversité et de la liberté qu'il nous reste de la partager, et ce sont ces valeurs et ces engagements, cet accueil de l'autre, dans sa diversité et de toutes les autres cultures qui ont fait la richesse de cette France. Ce sont des lignes d'horizon que nous voulons toucher. C'est ce dont parlent ces pages. En plus, elles sont accessibles à tous. Sur le site participerstrasbourg.eu, à la page du CVIC, vous pouvez télécharger ces quelques pages pleines d'espoir en notre avenir sous le titre « Le livre blanc des assises sur le rôle de l'étranger dans la cité ». Et surtout, n'oubliez pas qu'en cette année où Strasbourg est capitale mondiale du livre, toutes les publications qui ont un impact sur notre vie ne sont pas que sur les rayonnages des bibliothèques, ils sont aussi dans nos archives et ces dernières sont celles des citoyens et des citoyennes. Un des points essentiels que nous avions développé en introduction du livre blanc, c'est la confiance. Il est en effet nécessaire que la confiance existe aussi entre les citoyens et les élus. C'est aussi quelque chose que nous devons avoir en tête un dimanche où on doit aller voter. Sommes-nous vraiment sûrs que nous pouvons faire confiance en la personne pour qui on vote, et ce, pendant toute la durée de son mandat? Voilà, bien avant de lancer, un petit peu avant de lancer la première interview réalisée au bar Le Good Idea, qui est place d'Austerlitz, je vous propose d'écouter les Silesian Jazz Daughters avec leur splendide morceau de jazz. Alors, moi, il y aurait peut-être deux façons dont je me présenterais. Je suis un étranger qui réside en France, mais cette présentation un peu qui est administrative, elle ne me convient pas vraiment. Je préfère celle qui est un peu plus humaine. Je suis une personne, un être humain,
qui a eu la chance de pouvoir choisir l'endroit où il vit et a fait en sorte qu'il puisse vivre dans l'endroit qu'il a choisi. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut défendre et que tout le monde a le droit de choisir où il vit. Voilà. D'accord, donc pour toi, t'es pas étranger tant que tu te sens bien là où tu es. Je suis étranger administrativement, mais je suis pas étranger dans cette société. Je suis pas étranger dans mes relations humaines. Donc voilà, c'est un cadre administratif. Certains apprécient de le mettre en avant. Ah ouais. Mais c'est qu'une partie de ce que je suis. C'est pas la plus importante. D'accord. C'est pas la plus importante, mais c'est celle qu'on risque de te renvoyer un peu trop souvent, peut-être. Alors. Ou on te le renvoie plus. Ça arrive qu'on me le renvoie, mais comme je l'assume, ça fait partie de moi, je le porte. C'est-à-dire que on ne peut m'attaquer que sur quelque chose que je n'assume pas. On peut me faire du mal que sur quelque chose dont je ne suis pas fier ou qui me dérange. Oui, c'est peut-être pas une question de fierté, mais c'est une question où tu n'as pas honte d'être étranger, voilà. Non, j'ai pas honte d'être étranger, mais pas du tout. Alors d'où es-tu originaire? Je dis en aucun cas que ça n'a pas été difficile. Si, ça a été difficile. Il y a des moments très difficiles à vivre quand on est différent et qu'on vit dans une société qui n'accepte pas cette différence. Mais ça ne m'empêchait pas de vivre, en fait. Non. Je vivais avec les conditions de l'environnement dans lequel j'étais. Et je fais exactement pareil ici. Alors, une société plus macho ou pas, je sais pas, je n'ai pas forcément l'impression que sur cet aspect-là, il y a une grosse différence. La grosse différence, c'est que d'autres voix se font entendre ici et qu'elles ne se font pas entendre dans d'autres sociétés. Je rebondis sur une conversation que j'ai eue pas très longtemps avec une personne qui est allée au Maghreb et qui a vécu une période qui dépasse une période d'un séjour touristique. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'ici en France, dans les pays occidentaux, l'espace public est considéré comme un espace aussi de liberté. Alors que dans les pays du Maghreb, cette liberté dans l'espace public est plus restreinte. Ça veut dire qu'on crée d'autres espaces de liberté. Et c'est comme ça qu'on arrive à tenir, à considérer qu'on a quand même des espaces où on peut vivre. Voilà. Enfin, ça marque aussi de considérer que l'espace public n'est pas forcément totalement un espace de liberté. Ça permet pas de se renfermer, mais de s'entourer dans un autre espace. Et j'ai remarqué que ici, pour moi, l'espace public est un espace safe, comme on dit. Mais mon espace privé est encore plus safe, encore plus rassurant, encore plus, parce que j'ai grandi dans un cadre où, j'ai grandi et évolué dans un cadre où c'est plutôt cet espace privé qui est considéré comme réellement un espace de liberté. D'accord. Du coup, quelles sont les raisons? Quelles ont été les étapes et les épreuves que tu as rencontrées pour t'établir en France? Alors, en fait, quand on m'a posé cette question, j'ai tout de suite réfléchi à toutes les étapes administratives. Franchement, elles sont nombreuses. Il y a déjà l'arrivée. Déjà, pour arriver, il faut avoir un visa. Donc, même si j'ai eu un certain nombre de visas juste avant de venir m'établir en France, ça reste quand même un parcours. Un parcours de demande, un parcours de papier, un parcours de frais. Un parcours financier également. Après, on est là, on arrive et on essaye de construire quelque chose avec
l'environnement dans lequel on est arrivé, forcément. Tous les cas sont différents. Dans mon cas, je suis arrivé, on a réfléchi à la manière dont on pouvait régulariser ma situation. Donc on s'est pacsé, on a fait une première demande, enfin j'ai fait une première demande de titre de séjour. Évidemment... Mais du coup avec le PAX ça vient pas automatiquement comme Non, ça vient pas automatiquement. Souvent on me pose la question, c'est assez étrange parce que on a une vision très française de ce qui est le PAX, le mariage. Et parce qu'en fait, pour les Français... le PAX a été présenté à l'époque comme le mariage homosexuel, donc du coup on fait souvent l'amalgame entre les deux, mais il y a effectivement des différences entre les deux. En fait, la différence entre être français et être étranger, c'est qu'en tant que français, il y a des droits, et en tant qu'étranger, on en a moins. Évidemment, c'est normal. Normal n'est pas le bon mot, c'est comme ça dans tous les pays. C'est naturel, on va dire. Voilà, on va dire c'est naturel. Et donc, automatiquement, quand tu dis, oui, je suis paxé, ah bon, ça donne pas automatiquement. Ben non. En fait, on se paxe, ça donne des droits tout de suite aux Français. Le mariage, ça donne des droits tout de suite aux Français. Aux étrangers, ça donne pas le droit de pouvoir s'installer tranquillement et avoir un titre de séjour tout de suite. Un mariage, non plus. Donc voilà, il y a des conditions, il y a des délais... Et effectivement, je rentrais pas dans les conditions. Donc automatiquement, la préfecture a refusé ma demande. Et j'ai eu ce qui est devenu un mot maintenant à la mode, un acronyme à la mode, on va dire, OQTF. Une obligation de quitter le territoire français. Voilà. Donc voilà. Moi, jusqu'à il y a très récemment, le mot OQTF était était un acronyme que je considérais comme faisant partie d'un parcours d'un étranger. Si un étranger n'a pas reçu une OQTF dans sa vie, c'est qu'il n'a pas eu le parcours de tous les autres étrangers. Mais maintenant, c'est devenu quasiment un mot à ne pas dire quand on est étranger, parce que effectivement, il est relié à une espèce d'image d'étranger, l'étranger qui a fait des choses répréhensible. Alors dans l'imaginaire collectif, c'est souvent lié à l'étranger qui a plus le droit de rester ici et qui a fait le sans-papier qui a rien à faire ici, quoi. Alors que c'est pas le cas. Il y a des étrangers qui ont tout à fait le droit de rester ici, mais qui ne rentrent pas forcément tout de suite dans les conditions d'obtention d'un titre de séjour. Ils obtiennent une OQTF, ça arrive. Mais si j'ai bonne mémoire, ça vient aussi beaucoup, les OQTF, elles tombent beaucoup parce qu'il y a une espèce de dissociation entre les lenteurs administratives et les délais de séjour qu'on peut obtenir. Ça, c'est effectivement. En fait, il y a une volonté. En fait, comment dire, il n'y a qu'un seul cas où tes délais administratifs et les délais de séjour, que les délais d'administration et de délais de séjour sont pareils. C'est dans le cas où tu es arrivé de manière... tu es arrivé avec un visa long séjour. Là, oui, tu n'auras vraiment pas d'OQTF. En règle générale, je rentre pas dans les détails des demandes de titre de séjour. Mais c'est vrai que les délais de séjour et les délais administratifs ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, il y a forcément un moment où on se prend une OQTF. Mais bon, après, pour revenir sur mon parcours, ça c'est le parcours un peu administratif. Recours gracieux, recours contentieux devant un tribunal administratif, la confirmation de la décision de la préfecture par le tribunal administratif. Puis après, nous, on a eu cette chance particulière d'un accord bilatéral entre la France et l'Algérie particulier, et du fait qu'on avait cette possibilité du mariage qui s'ouvrait, qui permettait de rentrer dans un cadre un peu plus qui correspondait un peu plus à notre situation et qui allait sur lequel je pouvais me baser pour ma régularisation. Voilà. Après,
ça c'est le parcours administratif. En parallèle, il y a le parcours professionnel, parce que en fait, on est venu s'installer ici. Mais enfin, je suis venu m'installer ici, mais j'avais pas envie de vivre ni de minima sociaux, ni d'aide sociale. Moi, j'avais une profession, j'avais une expérience, j'avais des compétences. Donc j'avais envie de travailler. Donc il y a aussi ce parcours professionnel qui est important, et qui est en parallèle avec un peu ce que j'appelle le parcours personnel, puisque j'ai quitté un pays avec des amis, une famille, un réseau, voilà. Et j'arrive dans un autre où j'ai pas tout ça. Donc toute cette partie-là est à construire également. Ah ouais. Voilà. Donc c'est un triple parcours qu'on a en un, et sur lequel souvent l'administratif déteint sur tous les autres, et qui a à construire plus ou moins rapidement. Voilà. Donc c'est une multiplicité de parcours. Alors c'est pour ça que quand on me pose souvent quel est le parcours, c'est un peu compliqué de définir si c'est l'administratif qu'on veut, c'est le personnel, c'est le professionnel. Après, dans certains cas, c'est vachement clair. Quand j'étais au QTF, on m'a bien donné la liste de toutes les choses que je devais pas faire, sinon je risquais de repartir. J'avais pas envie de repartir. J'étais en train de construire quelque chose. J'ai déconstruit quelque chose ailleurs, parce que c'est vraiment une déconstruction de partir. C'est de dire, je laisse tout, et entre-temps, tu as laissé tout, tu es en train de construire ici. Ce que tu as laissé n'est pas le même. Si tu repars, tu vas pas retrouver la même chose. C'est clair que tu vas pas retrouver la même chose. Donc c'est déconstruit ailleurs et en construction ici. Donc je pense que l'administratif, le parcours administratif en tant qu'étranger, c'est celui qui impacte le plus. Parce qu'en fait, si tu n'es pas régularisé, tu peux pas travailler. Si tu es sous EQTF, tes sorties elles sont hyper limitées. Donc voilà, je pense que automatiquement le parcours administratif, où on est le parcours administratif, induit des effets sur les parcours professionnels et personnels. Ok. Comment tu as été accueilli par les autochtones, par les indigènes de la République française? Elle est assez perturbante pour moi. En tant qu'Algérien, elle est très perturbante. Le mot indigène est très perturbant pour moi. Parce que moi, mon père était indigène, ma grand-mère était indigène, ma mère était indigène. Moi, je suis la première génération post-coloniale qui n'ait pas été indigène. Et donc, c'est très marquant. Donc, ça a forcément... Ça implique forcément une façon de lire la question. Mais si je dois répondre, globalement, bien. C'est peut-être étonnant, mais globalement, oui, bien. Je vais dire un truc qui n'est pas très politiquement correct, mais je dis, globalement bien. Et c'est peut-être dû en partie, parce que peut-être mes origines ne se voient pas forcément sur mon physique. Donc quand on me voit, on dit voilà, celui-là c'est un arabe, ou celui-là c'est un maghrébin, ou celui-là c'est un... Ça se voit pas tout de suite, il faut un peu plus creuser. Et en fait, c'est un avantage. Après, c'est un avantage pour lequel j'y suis pour rien. Parce qu'en fait, ça laisse le temps de pouvoir dépasser la première vision qui peut être induite par par une pensée qui n'est pas une pensée cohérente. Je vais dire ça comme ça. Ça doit être un préjugé. Et donc, ça permet d'avancer un peu dans les liens autrement. Après, en fait, quand je pense à ça, je pense au fait que quand je suis arrivé, souvent on me disait « Ah tu parles bien français sans accent ». J'aimerais bien que
en France, on arrête de demander la question aux étrangers parce qu'en fait, le français, c'est comme toutes les autres langues, ça s'apprend. Et on peut le maîtriser très bien, même si c'est pas notre langue d'origine et même si c'est pas notre langue maternelle. Puis il y a des personnes qui chopent plus facilement les accents que d'autres. Il y a d'autres aussi qui ne veulent pas forcément renoncer à leur accent. Non. Ce qui est aussi une forme d'identité, quoi. Non. Alors moi j'ai une anecdote par rapport à mon accent. Alors quand je suis arrivé la première année, je me suis dit bon c'est bon, on est proche de l'Allemagne, je vais peut-être apprendre l'allemand pour essayer de comprendre. En fait j'avais une prof qui m'a dit ah mais c'est étonnant, en français vous n'avez pas d'accent, mais en allemand vous avez un accent du Maghreb. Un accent quoi ? Un accent du Maghreb. Ah oui d'accord. Donc tu vois, mon accent est là, mais peut-être pas en français, mais peut-être dans d'autres langues. Et en fait, pour un peu marquer cet accueil, j'ai une petite anecdote. Moi, je la trouve rigolote. Hein, c'est pour ça que je la raconte. Et que parmi les anecdotes, c'est celle qui me fait rire le plus. En fait, à l'époque, ça faisait 2 ans que j'étais en France, et nous avions un chien. C'était un Jack Russell, un petit chien d'ailleurs très sympathique. Et en fait, pendant une de ces promenades régulières, je croise une dame sur le parcours, elle m'arrête, elle me dit bonjour, qu'est-ce qu'il est beau votre chien, il est sympa et tout. C'est quoi comme race ? Je lui dis c'est un Jack Russell, je crois que c'est une race anglaise. Donc du coup je vois que la tête de la dame change et elle me regarde et me dit on n'a pas assez de chiens français pour ramener des chiens anglais ? Et avec mon sens de la répartie très sympathique, je lui dis écoutez madame, au bout de la laisse il y a un Algérien. Donc je pense que ma réponse ne lui a pas plu, elle est partie. En me disant que ce soit moi ou le chien, on devait rentrer chez nous, quoi. Voilà. Ok. Donc voilà, l'accueil est différent selon les personnes, mais globalement bien. Je mens pas, je l'avoue. Voilà. Est-ce que tu as le sentiment d'être à ta place dans notre société ? Qu'est-ce qui fait que tu as ce sentiment-là ? Alors, ça étonne beaucoup de monde quand je parle de ma place, de ma légitimité ici. Depuis le premier jour où j'ai posé le pied en France, en juin 2017, je me suis toujours senti légitime ici. Que j'avais une place ici et que j'ai une place ici. Parce que les raisons pour lesquelles je suis arrivé, elles sont totalement légitimes, humaines, et que ça devrait l'être pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent venir s'installer en France et qui ont fait ce choix-là de venir vivre ici. Voilà, je n'ai eu à aucun moment un problème avec la légitimité de ma place dans la société en France. Je me pose des questions comme tout le monde. Je pense que même les Français se posent des questions par rapport à leur place, se questionnent pour la faire évoluer, pour la faire avancer, pour faire avancer la société et l'environnement dans lequel ils vivent. Mais j'ai jamais eu de crise de légitimité à être en France. Oui, mais du coup, ça me fait penser à un autre truc, parce que souvent en France, quand il y a quelqu'un qui n'est pas français, on appelle ça l'étranger, et les Français, quand ils sont étrangers, ils appellent ça les expatriés. C'est aussi souvent des qualifications administratives. L'expatrié, c'est une qualification administrative, mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec un certain nationalisme quand même, j'ai l'impression. Alors en fait, pour les Français qui utilisent ce type de vocabulaire. En fait, moi je comprends tout à fait le vocabulaire. Hein, je l'explique. Hein. Bah oui, effectivement, quand un étranger est en France, quand une personne qui n'est pas née en France et qui réside en France, c'est un étranger. Et quand un Français va ailleurs, dans un autre pays, vu de France, c'est un expatrié, puisqu'il est à l'extérieur. Oui. Mais aller demander aux habitants du pays dans lequel est ce Français, ils le considèrent comme un étranger, c'est la même chose. Oui, Donc, je pense que c'est juste une question de point de vue. Et évidemment... c'est une question de point de vue et c'est une question de quelle partie on voit la personne. Évidemment. Je sais pas, un Français qui vit en Algérie, pour les Algériens, c'est un étranger.
Et je pense pas qu'il ait moins de difficultés à s'installer en Algérie qu'un Algérien ayant des difficultés à s'installer en France. Mais bon, voilà, c'est juste une question de point de vue et je pense qu'on essaye d'exagérer cette vision parce qu'on veut créer une espèce de statut différent. Alors que le statut est différent de par la partie par laquelle on le regarde. En France, une personne qui n'y est pas née, c'est un étranger. Un Français à l'étranger vu de France, c'est un expatrié. Mais si on prend la vision en face, un Français dans un pays étranger pour les habitants du pays, pour les nationaux de ce pays, c'est un étranger. Par contre, moi je suis pas expatrié. Je suis pas un expatrié algérien. C'est quelqu'un qui est venu en France pour de bonnes raisons. Oui. Enfin, cela dit, j'ai l'impression que de bonnes raisons. Tout le monde a de bonnes raisons de partir de chez soi. De bonnes raisons, pas administrativement ou en termes de valeur, de bonnes raisons pour moi. De bonnes raisons pour ma vie, pour notre vie, pour la construction qu'on a. C'est de bonnes raisons. Il n'y a jamais de mauvaise raison de partir de chez soi pour aller vivre ailleurs. C'est un choix qui a été fait. C'est pas un choix qui a été fait à la légère. Personne ne fait le choix de partir de chez lui, de quitter tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait, les personnes qu'il aime, un environnement qu'il apprécie sûrement. Il y a de bonnes raisons, c'est que l'environnement s'est dégradé pour lui, ou économiquement il n'y arrive pas, ou des raisons personnelles l'ont conduit à partir. En fait, cette idée de dire il y a de bonnes raisons et de mauvaises raisons, c'est pour introduire une notion de valeur qui n'existe pas en termes de, de partir de chez soi pour aller ailleurs. Et c'est pour créer une espèce de catégorie d'étrangers qu'on accueillerait parce qu'ils ont le droit et d'autres qu'on n'accueillerait pas parce que leurs raisons sont mauvaises. Voilà. Même si administrativement on le fait. On pose des conditions, on pose. Mais par contre, ce que l'administratif ne fait pas, ne donne pas de jugement de valeur. Il dit ça, c'est possible. Ça, par contre, c'est pas possible. Il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a un jugement il y a une appréciation selon des critères qui sont censés être concrets, mesurables. Qui sont imposés par le législatif. Qui sont imposés par le législatif, mais moi j'irai un tout petit peu plus loin. Ils sont imposés par le législatif, mais le législatif il est mis là par le citoyen et la citoyenne. Donc c'est bien facile de se dire on se défausse sur le législateur, mais derrière le législateur il y a quand même quelqu'un, même si je sais très bien qu'il y a un sentiment que c'est le législateur ne représente pas forcément comme il devrait le citoyen et la citoyenne, mais il y a quand même le citoyen et la citoyenne derrière. De toute façon la République, on parle de législation, c'est la République quoi. Et la République c'est nous. Voilà. C'est les citoyennes et les citoyens. Est-ce que tu as une mauvaise expérience à partager avec nous? Alors, dans un parcours d'étranger en France, il y a forcément des mauvaises expériences, mais j'en ai une en particulier parce qu'elle est assez particulière. C'est ma première confrontation avec la préfecture. Alors, mon conjoint m'a demandé pour que je sois un peu sur une espèce de réalité, de concrétisation de ce qui m'attendait en tant qu'étranger, d'aller à la préfecture et demander qu'est-ce que je devais faire en tant que pacsé avec un Français, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les démarches. Donc je vais à la préfecture. Bon, à l'époque on pouvait encore prendre des rendez-vous sans forcément un motif particulier, sans passer forcément par les plateformes et toute la dématérialisation.
Et j'arrive à la préfecture, j'arrive devant le guichet, je pose ma question en disant voilà, je présente ma situation, je suis étranger, je suis arrivé avec un visa, je suis paxé, je voudrais un titre de séjour, quelle est la procédure? La dame au guichet prend mon passeport, regarde mon passeport, j'étais en Corse, mon visa était encore valide. Donc elle prend mon passeport, elle passe derrière. Bon, c'est sûrement pour poser la question à quelqu'un qui est un peu plus compétent. Et donc je passe un peu les chocottes que j'ai eu quand quelqu'un de l'administration garde ton passeport, alors que ton passeport quand tu es à l'étranger c'est un truc important. Oui. Donc elle revient quelques temps après et elle me dit alors écoutez monsieur, vous avez droit à rien et je vous conseille de repartir dans votre pays avant la fin de votre visa. Alors là, au-delà de la violence de la phrase qu'on peut comprendre, même si étant dans un cadre où on reçoit du public, donc il y a une façon de dire les choses, et si j'étais à sa place je l'aurais dit autrement. C'est aussi la réalité et la perte de cette illusion qu'on a quand on est étranger et qu'on arrive en France, que c'est le pays où on a des droits. Et nous, l'administration est là pour t'aider dans ta procédure, t'aider dans tes démarches. Donc c'est cette perte de cette illusion qui est beaucoup plus choquante, beaucoup plus impactante que la violence des mots en eux-mêmes. La violence des mots, tu te dis, j'étais peut-être la énième personne qui posait la même question. Elle en avait peut-être marre un peu de dire des choses dans des formulations un peu plus appropriées. Mais c'est plutôt cette espèce de perte d'illusion en disant, je dois me battre. C'est pas quelque chose qui va m'être accordé ou on va m'aider pour que je puisse avancer. C'est assez perturbant quand on vient d'un pays où on a on a l'impression que c'est un peu la jungle, puisqu'il n'y a pas, c'est pas un état de droit. T'arrives en France et on te dit non, t'as droit à rien. Va-t'en. Ouais. C'est un peu dur. Tu te dis, j'avais une autre image. Et je pense que les étrangers, beaucoup ont cette image de disant la France c'est un pays de droit. Ça l'est, hein. Je dis pas que c'est pas un pays de droit. Mais que en tant qu'étranger, les droits que tu as sont hyper conditionnés. Ah ouais. De toute façon, il y a deux manières d'entendre un état de droit. Il y a entendre l'état de droit où c'est le droit qui domine et pas l'arbitraire. Mais on peut aussi entendre l'état de droit comme c'est effectivement où chacun a ses droits. Normalement, ça devrait être les deux en même temps. C'est ce que j'allais dire, ça doit être les deux en même temps. Mais c'est pas toujours le cas. Mais là, c'était cette espèce de perte d'une illusion. Enfin, déjà se rendre compte que c'était une illusion, puis la perdre là. Ouais, oui, c'est impressionnant. Est-ce que tu peux nous raconter une belle rencontre? Alors des belles rencontres, il y en a beaucoup. Beaucoup plus que de mauvaises rencontres, réellement. Ouais. Mais c'est un parcours, c'est mon parcours. Et il est peut-être pas à l'image de tous les parcours. Vraiment de belles rencontres, il y en a beaucoup, mais celle que je trouve intéressante, c'est l'année de mon OQTF. J'ai fait une formation, c'est une formation d'1 an. Et donc c'était vraiment, ce qui m'a marqué, c'était la rencontre avec la responsable de cette formation, les formateurs et les formatrices, les autres participants à cette formation, mais vraiment qui m'ont donné un sentiment d'appartenir à un groupe. Certes, un groupe professionnel, un groupe d'un métier, mais une reconnaissance. De dire, je fais partie d'un groupe, ce groupe me reconnaît ce que j'apporte, reconnaît mes compétences, reconnaît la pertinence de ma présence, Et donc, dans une période où tout le reste était vraiment très, très, très incertain, en se disant, entre la procédure judiciaire devant le tribunal administratif, tout le reste, dit je sais pas où je vais. Là au moins je sais qu'il y a quelque chose qui est réconfortant, vraiment réconfortant, en disant j'appartiens
j'appartiens à un groupe. Et ce groupe me reconnaît en tant que faisant partie d'eux. Voilà, c'est ces rencontres. Je trouve que c'est des belles rencontres. Enfin, des rencontres, des personnes avec qui je suis toujours en contact, avec certains qui sont maintenant des collègues. J'ai une autre question parce que dans la conversation qu'on a eue avant, il y a une question qui a émergé, c'est selon toi, est-ce qu'il y a un réel sens, un réel intérêt à partager ce type d'expérience ? Est-ce que ça, à ton avis, ça peut profiter à d'autres personnes pour faire avancer le débat ou faire avancer la réflexion ? C'est pas, avoir ce genre d'échange, avoir ce genre d'expérience qui est de témoignage aussi, qui est partagé, qui est j'utilise pas le mot médiatisé parce que je sais pas si c'est vraiment le mot, mais qui est partagé. C'est que ça ne va pas convaincre ou faire changer d'avis les personnes qui sont convaincues que les étrangers sont un problème dans une société. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui va les convaincre, mais plutôt convaincre ceux qui doutent et qui sont un peu dans un entre-deux et qui va leur permettre d'avoir tout du moins un écho différent, une parole différente de celle qui est globalement entendue et dite en ce moment. Il n'y a que des mauvais étrangers, que l'étranger sont un problème. Ça permet, après, évidemment, pour pouvoir mettre en parallèle deux façons de penser, deux discours, deux réflexions, il faut déjà avoir des possibilités de réflexion. C'est pas totalement inutile de le faire, mais je pense pas que ça soit l'unique chose à faire. Je sais pas, j'ai pas forcément d'idée. Ça ne peut pas être la seule façon de changer les choses. Ça doit être combiné à d'autres. Je ne les ai pas forcément. Moi, je suis pas un spécialiste de ces sujets, mais uniquement se dire, je vais à la rencontre de personnes étrangères. Elles échangent, elles témoignent de leur parcours, elles le présentent, d'autres l'écoutent. C'est pas suffisant. On va sûrement dire c'est des témoignages de personnes particulières qui ont un parcours particulier, qui ont un profil particulier. On va toujours sûrement trouver quelque chose. Après, c'est étrange. Hein. Moi, j'ai lu plusieurs données, plusieurs recherches. Devant des chiffres, des recherches scientifiques, des arguments construits, il y a toujours un discours de l'imaginaire de l'étranger qui est mis en parallèle. Alors, si devant des faits scientifiques, on arrive à construire un imaginaire, alors devant un témoignage qui est tout sauf de l'objectif, mon témoignage il ne m'appartient qu'à moi, il ne correspond qu'à moi, et bien évidemment dedans il y a ma subjectivité. Donc devant des arguments objectifs, il y a du déni. Alors devant un témoignage où il y a une part assez importante de subjectivité, je me demande s'il n'y en aura pas encore plus. Donc je pense qu'il faut pas... C'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Je pense qu'à force de mettre en avant des arguments scientifiques, à force de mettre en avant des témoignages, à force d'essayer de donner une autre image de l'étranger en France, on n'arrive peut-être pas à changer tout, ni changer tout le monde, mais d'au moins arriver à tous pouvoir trouver sa place sans dire que l'autre vient pour me l'apprendre. Au moins. Après, les témoignages ne sont pas
comme je le disais, ne sont pas la seule façon de faire avancer les choses. Il faut qu'il y ait autre chose. Je sais pas. Voilà. Vous êtes bien sur RBS 91.9 et pour les rendez-vous du monde de la caresse et le CVIC. Voici venu le temps d'une petite pause musicale et pour changer un peu de ska avec le groupe de Scadiac. N'oubliez pas qu'il faudra aller voter encore aujourd'hui. Oui, donc voilà, moi je suis un jeune retraité de l'éducation spécialisée et marié avec 2 enfants, et on a de la chance que les enfants, même grands, ils sont quand même avec nous encore. Donc voilà, heureux d'être là, de vivre, alors que pas loin d'ici, des gens souffrent. Pardon ? Pas loin d'ici, des gens en souffrance, mais moi je suis heureux quand même de vivre ici, loin de ces souffrances. Mais ces souffrances nous accompagnent malheureusement. Voilà. Ouais. Bah, du coup, on va peut-être passer à la suite. D'où est-ce que vous venez ? D'où êtes-vous originaire ? Alors moi je suis originaire de la ville de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Et du coup, quelles sont les raisons qui vous emmenaient en France et en quelle année vous êtes arrivé en France ? Oula, ça remonte à il y a longtemps. Donc malheureusement, si je fais une petite introduction, c'est que l'Afghanistan se situe dans un endroit stratégiquement très pas à son avantage. Malheureusement, la guerre froide qui dure depuis des années, des décennies, cette guerre froide entre à l'époque c'était l'Union soviétique, la Russie actuelle, et les États-Unis, l'Europe. Malheureusement, ces guerres se déroulent en vraie guerre dans ces pays-là. Et l'Afghanistan se situe dans un endroit proche de l'Union soviétique de l'époque. Maintenant, c'est Tadjikistan, Ouzbékistan, etc. L'Iran, le Pakistan, l'Inde. Et donc, ce qui fait que dans les fins 70, dans les années début 80, il y a eu un changement de régime et qui s'est terminé par l'invasion soviétique. Ça veut dire que les soviétiques de l'époque sont intervenus directement avec l'armée rouge qui était bien présente en Afghanistan. Alors ce qui fait que moi à cette époque-là j'étais étudiant, c'était en 79 il y avait le coup d'État, 78 coup d'État pro-soviétique, 79 l'invasion soviétique. Et moi en 81, donc j'ai dû quitter l'Afghanistan parce que c'était devenu, après avoir quand même purgé une peine heureusement que j'ai pu quand même trouver la ressource pour sortir de cette prison, mais 2-3 mois. Et mais tout ça parce que j'étais pas d'accord avec le régime, la présence soviétique en Afghanistan, tout simplement. Si je me rappelle bien, l'histoire de l'Afghanistan, c'est d'abord il y a eu un roi et puis après il y a eu des problèmes de transition à la mort du roi ou de... En fait, il y avait le roi, il y avait une relative accalmie, il y avait la vie, les gens vivaient quand même dans la paix, même si c'était un peu la misère. Mais c'est à un moment, le cousin du roi a fait un coup d'État, ce qu'on appelle coup d'État blanc, mais avec les communistes afghans. Et donc cette alliance s'est terminée par, après 5 ans. Le cousin du roi, Daoud, il s'appelait, Daoud est resté 5 ans, la première république en Afghanistan, il a proclamé. Et 5 ans après, les communistes, les alliés de cousin du roi, ne sont pas tombés d'accord avec le cousin. Et ils ont fait un autre coup d'État, mais sanglant. Et en exterminant vraiment
le premier président, Ah ouais. le cousin du roi, avec ses petits-enfants même dans le palais présidentiel. Ils les ont massacrés, mais alors vraiment des adultes comme enfants. Et après, ça s'est terminé par le début de la guerre civile et la résistance, etc. Et d'après certaines estimations, il y a eu quand même pratiquement 2 millions de morts. Hein. On n'en parle pas, mais voilà, Ah ouais. c'est oublié. Mais à l'époque, oui. Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux de maintenant, il y a 40 ans. Oui, oui. Mais je peux dire qu'il y avait beaucoup de tués. Aussi, de mémoire, je sais qu'on a surtout parlé de l'invasion des soviétiques, mais là c'est pareil, il faut remettre ça dans le contexte géopolitique où c'était l'Occident contre les communistes. Bah, c'est ça, voilà. Et donc du coup, les Afghans qui sont morts à cette époque-là, on n'en parle pas beaucoup. Malheureusement non, mais il y a eu quand même 5 millions de réfugiés, 3 millions au Pakistan, 2 millions en Iran, de déplacés, sans parler des déplacés de l'intérieur de l'Afghanistan. Oui, oui. Mais malheureusement, il y a eu quand même pratiquement, à l'époque, c'était les ONG comme Médecins sans frontières qui ont été quand même d'ailleurs Médecins sans frontières et Médecins du monde ont été créés à l'époque en Afghanistan même. Ah ouais, je me souviens, moi, on était arrivé ici, Bernard Kouchner, René Brouman et tout ça, c'est des médecins qui ont fondé Médecins sans frontières et Médecins du monde, il y avait deux. Mais ces estimations, eux, ils le répétaient, hein. Les pertes, les 2 millions de morts, ça vient pas comme ça, hein. Ça veut dire qu'ils disaient que voilà, il y avait quand même beaucoup de morts. Mais malheureusement, ouais, on les a vite oubliés. Ouais. Il y a beaucoup de génocides qu'on oublie malheureusement, à notre époque. C'est affreux. Mais ouais. Et du coup, je suppose que les raisons qui vous ont amené en France c'était d'échapper à la guerre, d'échapper aux exactions. Tout d'abord, c'était échapper à la guerre, bien sûr, et retrouver la paix quelque part. Et moi, j'étais pas quelqu'un qui... moi, j'ai vécu en ville, dans la capitale, d'une famille plutôt, on va pas dire aisée, mais moyenne. Et donc, ceux qui ont participé vraiment à la résistance armée, c'était quand même des gens qui étaient plutôt, ils ont vécu, pas vraiment des jeunes qui ont vécu en ville. Et tout ça pour dire que j'étais pas destiné à prendre les armes et à aller combattre. C'était difficile. Et donc du coup, je suis allé, comme beaucoup, énormément d'Afghans au Pakistan. Et au Pakistan, il se retrouve que j'avais terminé mes études au lycée français. Donc la France avait décidé de rapatrier tous ceux qui étaient issus de ce lycée en France. Ce qui fait que quand je suis arrivé au Pakistan, au bout de quelques mois, j'ai appris que je pouvais me présenter à l'ambassade de France au Pakistan, à Islamabad. Et comme ça, ainsi, j'ai pu obtenir le visa pour venir en France. D'accord. Et ça s'est passé en quelle année C'était en 82. En septembre 82, je suis arrivé en France. D'accord. 15 septembre 82, très exactement. Ouais. Vous avez carrément la date en fait. Ça, c'est les dates qu'on n'oublie pas. C'est et important. Du coup, quelles ont été les étapes et les épreuves que vous avez rencontrées pour vous établir en France ? C'est-à-dire entre le moment où vous êtes arrivé et le moment où vous êtes senti installé. Oui, c'était... à l'époque, moi quand je suis arrivé en début... moi je fais partie de la première vague de départ des Afghans vers l'étranger. Et il n'y avait pas toutes ces structures OFI, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de prise en charge de ceux qui arrivaient de l'étranger. Ce qui fait que moi je suis arrivé, il fallait se débrouiller pratiquement. Mais bon, heureusement qu'il y avait quand même une association qui existe toujours. L'association des anciens profs du lycée français qui ont fondé une association qui s'appelle Afran et qui venait en aide. Et d'ailleurs, c'est comme ça que moi j'ai été hébergé par une dame âgée qui faisait partie de cette association dans la ville de Dijon. Et donc j'ai atterri dans la ville de Dijon et j'ai vécu quelques semaines chez elle.
avant d'aller de trouver une chambre dans un foyer, ce qu'on appelle les foyers sans Acotra, et un an à Dijon. C'était pas facile parce que les traumatismes de ces débuts de bombardement, franchement, le régime communiste de l'époque, c'était quand même essentiellement basé, franchement, sur un système stalinien. C'est-à-dire qu'il fallait éliminer tout ce qui pouvait gêner l'avancée de ce qu'ils appelaient eux, entre parenthèses, la révolution, alors que ça n'avait rien à voir avec la révolution. Ouais. Et donc du coup, j'ai vu partir beaucoup de camarades dans la famille, dans le voisinage, les gens qui n'avaient rien à voir avec la politique, rien du tout. Mais ils ont été massacrés, emprisonnés, tout ça. Ce traumatisme ont fait que c'était la première année, c'était l'année de... Je me rendais pas trop compte. Ça y est, la guerre est là-bas, j'essaye de vivre. Mais je me projetais toujours, je dis le temps que je m'installe, que je trouve quelque chose, que je fasse, que je puisse poursuivre mes études, surtout en France, parce que c'était ça le but aussi. Et après, je retournerai. Ce cauchemar va se terminer. L'Afghanistan a besoin de nous. Il faudra qu'on se retourne. Oui. Et c'est ça qui a fait que c'était l'année un peu difficile. Après la deuxième année, j'ai eu l'opportunité de trouver un travail dans un magasin, genre Leroy Merlin, rayon bois. Et j'ai travaillé comme vendeur, découpeur de bois, pendant 1 an. Ça m'a permis de rentrer dans la société, mais vraiment de voir le travail en France. Donc c'est ça, mais j'avais toujours l'idée de poursuivre mes études. Et c'est comme ça que 1 an après, je me suis dit, il faudra que je poursuive mes études. Et je suis arrivé à Strasbourg. Vous aviez quel âge ? Là, quand je suis arrivé, j'avais 21 ans. D'accord. J'étais jeune. Ça. Et du coup, vous avez poursuivi vos études, vous avez fait des études de quoi ? Alors moi, déjà à la base, à Kaboul, j'étais ce qu'on appelle la faculté d'ingénierie. Donc c'est un mélange de l'école d'architecture et l'IUT, génie civil par exemple. Moi j'avais commencé mes études là-dedans. Et ici, quand je suis arrivé, justement, donc la suite logique c'était l'école d'architecture. Et je me suis inscrit à l'école d'architecture de Strasbourg. D'accord. Ok. Et donc du coup, vous avez l'opportunité de travailler dans l'architecture ou justement, c'est là où ça vient l'architecture. Bon, je l'ai fait. Je me suis inscrit, mais il y a quelque chose qui ne collait pas. Ça prenait pas. Ça prenait pas et je n'avançais pas. Et ce qui fait que finalement, je l'ai abandonné et je suis allé vers les sciences sociales. Donc je me suis inscrit à la faculté de sociologie de l'époque et j'ai fait la suite de mes études en socio. D'accord. Voilà. Et donc du coup après vous avez atterri comme travailleur social quoi. Après comme travailleur social, ça veut dire que même ça c'était la période où je n'imaginais pas, je disais toujours, c'était toujours dans l'idée de je m'instruis un maximum ici en France parce qu'il y a la possibilité. J'étudie ce qui me plaît parce que la sociologie c'est ce qui me plaisait. Après on verra le travail, mais de toute façon je vais retourner en Afghanistan. C'est là-bas que je vais travailler. Ici je m'instruis et après. Mais au bout d'un certain temps, après entre-temps, voilà, j'ai décidé de m'installer. Après j'ai vu que c'était le retour en Afghanistan, j'ai mis une croix parce que c'était difficile, c'était impossible quasiment. Alors j'ai décidé de m'installer. De toute façon, l'histoire de l'Afghanistan, c'était pas une histoire depuis les années 80, il n'y a jamais vraiment de grande période de paix en Afghanistan. Oui, exactement. Depuis toujours. Et surtout cette guerre civile, les Afghans qui s'entretuaient, mais ça a fait un coup et j'ai dit non, c'est pas la peine. Je m'installe ici, en France. C'était début des années 90,
95, par là. Et ben voilà, je me suis marié, et puis là, j'ai dit, il faudrait que je fasse des études où je puisse travailler. Et c'est là où je me suis inscrit à l'école d'éducateur spécialisé. D'accord. J'ai l'impression qu'administrativement, pour vous, ça a été plutôt simple, plutôt pas trop compliqué. Oui, c'est vrai qu'à l'époque c'était pas très compliqué. Bon, on n'était pas nombreux, là, ceux qui venaient de l'étranger. Les Afghans, on était quoi à Strasbourg, on était une dizaine. On se connaissait tous. Oui. Donc administrativement parlant aussi, il n'y avait pas trop autant de démarches compliquées. Tout se faisait sur papier à l'époque. Oui. Et les guichets, partout il y avait des guichets où on allait. Il y avait des personnes qui nous recevaient, que ce soit à la préfecture ou ailleurs à la mairie, alors que maintenant tout est sur le site internet, compliqué. Et donc ouais, c'était pas difficile. Et après voilà, il y a aussi le fait que je maîtrisais un petit peu quand même le français. Et après à la fac, bon, c'était plus facile. Donc, de ce côté-là, c'était plus simple. C'est vrai. D'accord. Comment est-ce que vous avez été accueilli par les autochtones, les indigènes de la République française? Oui, alors là, c'est... Ouais. Moi, c'est très étonnant, mais quand je vois maintenant, je me dis, est-ce possible? Au début, quand je suis arrivé, j'étais accueilli, on faisait des conférences, j'ai participé à des conférences, oui, voilà, un résistant qui arrive, résistance, etc. Toujours dans le cadre de cette guerre froide. Hein. Je vais même vous étonner, mais quand je réfléchis, quand je pense maintenant, je dis, mais à quel point on était imbéciles. C'est qu'on faisait tous les ans, on faisait des manifestations à la date symbolique de 27 décembre, l'invasion soviétique de l'Afghanistan. On organisait une manifestation, et une fois, à notre manifestation, il y a eu la présence du Front National de l'époque. Maintenant c'est Rassemblement National, mais il y avait des gens du Front National parce qu'on était anticommunistes. Alors là, c'était... Quand je raconte ça à des camarades, des copains, maintenant je dis on était anticommunistes, à des communistes actuels ici. Oui. On rigole, mais ouais, c'était... Mais on était... je participais à des conférences, ouais, la résistance, on était très bien accueillis. Même, ce que je vous étonne, c'est que à l'époque, le mot djihad, c'est devenu un mot, ouais, djihad. En Afghanistan, le djihad a permis de sauver, de stopper l'avancée des bolcheviks, des communistes, etc. Ce que je me rappelle, c'est que les infos en France, on parlait plus de moudjahidines que de djihadistes. Oui, moudjahidines. Mais moudjahidines, djihad, moudjahidines, c'est les combattants, la même chose qui font le djihad. Oui. C'est ça. Et ouais, djihad et tout. Et mais bon, voilà. Oui. Mais voilà, donc pour dire que on était très bien accueillis, afghans, mais c'est bien, vous résistez, vous êtes bien, etc. Petit à petit, avec les événements, l'évolution de l'époque. Ça montre aussi que le contexte géopolitique il est vachement important sur la manière dont on considère les gens. Absolument, voilà, tout ça change, et qu'actuellement, c'est l'inverse, de ce qu'on voit, surtout la campagne électorale des européennes, où j'entends, ça me... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et donc voilà, maintenant je sens même vis-à-vis des voisins, les voisins avec qui depuis des années, des camarades de l'époque de la fac de sociaux. J'ai des camarades qui prennent des positions, qui me regardent quand même avec un œil... tout ça parce que je défends juste la cause palestinienne. Ça aussi, c'était quand même dans la campagne. Mais les pauvres là, c'est les enfants qui se font massacrer. C'est pas pour autant, de toute façon, à la base, nous on est tous frères, etc. Mais ils voient pas ça. C'est comme vous avez dit justement, l'époque, contexte politique du monde a quand même beaucoup d'influence sur l'attitude des gens. C'est vrai, moi je le vois,
Mais voilà, maintenant, tout le monde se méfie, tout le monde regarde avec un peu... Moi, je sens le regard un peu des gens, oui, musulmans, l'Afghanistan. C'est pas l'Afghan de l'époque, du début, il y a 40 ans, où je suis arrivé, j'étais fier. Maintenant, je suis obligé de me cacher, presque. Mais bon. Ouais. C'est ça, c'est... Ouais, bon après, on va peut-être pas regretter la Russie communiste non plus. Bien sûr. Non. Après, c'est vrai qu'en 82, c'était Brejnev qui était encore au pouvoir. Et Brejnev, c'était un des derniers stalinistes. C'était le dernier stalinien, lui. Oui, exactement. Là, c'était après. Après, il y a eu Gorbatchev qui a vraiment. C'est Gorbatchev qui est venu, qui a apaisé un peu les choses. Bon, on l'accuse, le pauvre, mais bon, voilà. Heureusement. Ouais. Hein. Ah oui, Gorbatchev, oui. Voilà. Combien de fois j'ai crié Gorbatchev, assassin, Gorbatchev. C'était... Ah ouais. Est-ce que tu as le sentiment d'être à ta place dans notre société aujourd'hui ? Aujourd'hui, de nouveau, je me pose franchement la question parce que, comme on a dit tout à l'heure, l'état général politique de la planète, de la Terre entière, de tous les pays, joue sur le sentiment des gens. Et moi, parfois je me pose la question, je me dis mince alors, est-ce que la France c'est quand même un pays où moi j'ai vécu 3/4 de mon âge, de ma vie ici, est-ce que c'est un pays où je peux encore vivre en paix ou il faudrait que j'aille ailleurs? Parce que l'Afghanistan c'est impossible de toute façon. Oui. Et franchement je me pose des fois la question. Mais sinon toute la période où je me suis marié, où j'ai travaillé pendant 30 ans, ah oui là à 100% je me sentais 100% français et à ma place. Ah ouais. Et là depuis ces dernières années ça commence à... Ouais, je me pose des questions. C'est plus le regard et l'attitude des gens envers toi qui a changé ça. Ouais, envers moi, envers la communauté, envers... c'est pas... Parce que comme tu dis, tu as travaillé, donc tu as vraiment participé, ne serait-ce que économiquement à la vie de la société, donc du coup... Économiquement, et puis en même temps, je suis fier d'avoir participé à l'éducation spécialisée, à l'éducation des centaines de jeunes en voie de marginalisation. C'était quand même ça. Notre travail, c'était plutôt... J'ai terminé mon travail dans le domaine de ce qu'on appelle l'éducation, la prévention spécialisée. Ça veut dire qu'on a des bureaux dans des quartiers sensibles. Et à partir de là, on travaillait avec les jeunes en marge, comme ça. Et moi, je suis vraiment fier parce que moi, je vois le retour quand je les rencontre de nouveau, 10 ans après. Et comme ils reviennent, ils sont reconnaissants. Et je ne vais pas prétendre que j'ai sauvé la société, non. Mais au moins, si j'ai pu contribuer à au moins ramener un jeune qui était lancé pour aller en prison ou terminer en n'importe quoi, c'est déjà ça de gagner. Voilà. Après... tout ça a fait que, à la fin, quand on se dit mince, je me suis cassé la tête à faire tout ça, ces efforts, en dehors de l'apport économiquement parlant, les impôts et tout. Mais en retour, quand on voit les réactions de certains, je t'ai dit, même les voisins, les camarades, il y a 20 ou 30 ans, ça fait de la peine quand même. Ah ouais. Après, c'est l'état, c'est l'époque. Peut-être que, espérons que ça va changer dans le bon sens. Je ne sais pas, mais j'espère. Oui, on espère tous. Hein. Oui. Bon. Est-ce que vous avez une mauvaise expérience à partager avec nous? Une expérience qui vous a particulièrement marqué? Oui, en fait, la plus mauvaise, bon, il y en a, heureusement que j'en ai pas beaucoup, ça c'est vrai. Mais la plus mauvaise, je pense, qui m'a chagrainé, c'était en 94, quand j'ai décidé d'aller me marier. Et à ce moment-là, bon, je suis allé au Pakistan. Alors bon, voilà, après ma famille, ma mère, à l'époque était vivante, tous mes frères étaient au Pakistan. Et la famille de ma future femme aussi était là-bas. Et je suis allé là-bas pour me marier. Je me suis marié et au retour, on était 3-4 camarades, comme ça, à Strasbourg. À peu près dans la même période, on s'est mariés. Les camarades, peut-être 1 ou 2 semaines ou un mois avant moi. Et en 2-3 mois, leurs femmes conjointes sont venues en France.
moi, c'est tombé dans la période où il y a eu Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, qui a sorti, qui a fermé un peu avec des réglementations un peu strictes. Il a limité le regroupement familial notamment. Voilà, alors le regroupement familial est devenu très difficile, ce qui a fait que j'ai dû attendre 1 an et demi que ma femme et mon fils est entre-temps né. Et moi je l'ai vu, quand ils sont arrivés là, mon fils avait 10 mois. Et là ça fait toute cette période de 0 ans, la naissance de mon fils jusqu'à 10 mois, j'ai pas pu profiter de l'avoir auprès de moi. Et tout ça c'était... Charles Pasqua, il a été jugé, il a été reconnu coupable. Hein. Il a fait du moins oui, hein, donc voilà, un ministre. Mais bon, voilà, il a eu ça. Mais ça, j'ai vécu très mal. J'ai vécu pendant 1 an et demi, c'était difficile. C'était pas possible pour moi de retourner parce que l'Afghanistan, c'était la guerre civile totale. Oui. J'étais tellement dégoûté que j'étais prêt à un moment donné à partir. Mais c'était difficile et j'ai dit bon allez, on va résister. Et heureusement que bon à la fin, mais ça c'était l'expérience la plus difficile, la plus malheureuse que j'ai eue en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi une belle rencontre que vous avez faite Ouais, la belle rencontre qui a marqué ma vie. En fait, la belle rencontre, c'était justement quand, dans les années 84, je suis arrivé à Strasbourg, à l'école d'architecture. Et là, la suite logique de ce que j'avais commencé en Afghanistan, à Kaboul. À l'école d'architecture, à l'époque, mais je ne sais pas, je crois que c'est toujours peut-être le cas, il y avait une matière, sociologie générale. Et cette matière-là était enseignée par un monsieur qui s'appelle monsieur Christian de Molivert. C'était notre prof à l'école d'architecture. Alors quand j'ai vu ça, c'était la seule matière où j'allais, mais vraiment, j'étais tellement subjugué, j'étais tellement intéressé par ce qu'il dégageait quand il enseignait la sociologie. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit moi, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça que je suis venu des sciences exactes vers les sciences sociales. Donc voilà, mais cette rencontre-là, ça a changé, ça a joué sur la trajectoire de ma vie. Ah ouais. Des sciences exactes, je devais devenir un scientifique, je ne sais pas, un ingénieur ou technicien ou n'importe, vers un travailleur social. Donc c'est la plus belle rencontre que j'ai eue. Et je l'ai rencontré il y a quelques mois, il y avait une colloque sur justement les femmes en Afghanistan. Et il était intervenu, je l'ai vu après 20 ans, je l'ai revu. Et c'était aussi très, très émouvant pour moi. Mais ça, je crois que c'était la plus belle rencontre en France. Et des personnes comme ça qui dégagent quelque chose, qui motivent les personnes, c'est rare. Hein. J'en ai pas vu beaucoup, mais ça, oui. Ça, c'était ouais. Donc, il y en a plein d'autres, mais celle-là, c'est... J'ai une autre question, du coup, parce que vous avez parlé de vos enfants. Ouais. L'aîné n'est pas né en France, mais il a vécu toute sa vie en France. Donc j'imagine qu'ils se sentent bien français. Et comment ils vivent ça maintenant, cette situation justement de stigmatisation des étrangers, tout ça. Pour eux, c'est comme ça se passe comment? Qu'est-ce qu'ils vous en disent, eux? Est-ce que vous avez l'occasion d'en parler d'ailleurs? Ouais, exactement, oui. Bah, c'est un peu comme je le sens moi, même si eux ils sont... pas culturellement, ils sont français. Le grand, il est venu à 10 mois au niveau de... Il n'a pas l'accent comme moi j'ai. Il a l'accent en afghan par contre. Et donc voilà, il a vécu toute sa scolarité depuis le début jusqu'à maintenant ici. Et ma fille, pareil, elle est née à Chikligaï, mais il y a toujours un petit quelque chose. Voilà. Donc, par exemple, ma fille raconte une anecdote il y a quelque temps. Elle est secrétaire médicale et elle reçoit les gens et elle dit, il y en a un qui vient et me dit ouais mais toi
Tu viens d'où? Schiltigheim. Mais d'où En plus, physiquement, ça se remarque pas. Moi, c'est vrai que chez moi, ça se remarque. Mais chez ma fille et mes enfants, ça se remarque. On les voit pas trop, ils sont pas trop typés. Comme moi, par exemple. Mais le gars, il insiste, il dit ouais, mais toi, non, quand même, tu es né où, etc. Tu viens d'où? Elle était frappée par cette question. Mais pourquoi il me pose cette question-là? Pourquoi on devrait poser ces questions-là? Donc, quelque part, il y a quand même un petit quelque chose là. Cette ambiance générale, suspicion des gens qui viennent, qui posent des questions, ça fait, ça joue quand même. J'allais pas dire que c'est traumatisant, mais c'est quand même, bon, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Donc voilà, les enfants pareil, de temps en temps quand on parle de ça, mais bon voilà, après, ils ont vécu ici, donc ils ne peuvent pas imaginer autre chose. Alors que moi j'imagine encore peut-être, mais eux ils peuvent pas. Eux, ils sont nés, ils sont là. Oui, enfin, bon, je suis un peu plus vieux qu'eux, mais je pense que du coup, ils ont quand même dû partager les mêmes dessins animés à la télé, écouter les mêmes émissions, la même musique. Mais bien sûr. Du coup, bien sûr. C'est pour ça que je vous posais la question, c'est eux, ils sont français, mais pas considérés comme. Et du coup, ça doit. Il y a toujours un petit quelque chose de l'étranger qui vient d'abord. Ah ouais. Même si 100%, ils ont vécu 100% éducation et tout là ici. Mais ce côté, l'origine revient et fait que les gens posent la question, ouais, mais de quelle origine? Pourquoi l'origine? Ça a de l'importance. Ça, oui. Alors que si, c'est ça, je répète, si ça aurait été des jeunes qui étaient trop typés, à la limite, mais toi, mais ils sont pas trop typés. Mais malheureusement, ça, c'est très dommage. Hein. Ça a beaucoup changé en France. Hein. J'ai remarqué là, depuis les 40 ans. Oui, puis c'est. En fait, c'est surtout qu'il y en a qui profitent idéologiquement d'un certain nombre de préjugés pour semer la division plutôt que de rassembler les gens. Ouais, c'est ça. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que des fois, on se plaisante entre nous. Un soir, c'était le mois de Ramadan. C'était en mars-avril, Ramadan. Et un soir, on est allé à Haute-Pierre pour acheter du pain ou un truc qui manquait. Mais franchement, l'ambiance, c'était une ambiance ça m'a rappelé le bled. Ouais. C'était toutes les femmes voilées, les mecs avec des djellabas et tout. Je dis, mais écoute, regarde, Zemmour, il n'a pas 100% de tort quand même. Regarde, il y a quand même. Bon, on va pas parler de grand remplacement. Mais au moins, l'ambiance, ça fait un peu bizarre. Mais après, c'est qu'ils jouent sur ça et ils essaient de profiter. Après j'ai aussi beaucoup l'impression que. Quand il y a un côté on se radicalise, de l'autre côté on se radicalise en réaction aussi, quoi. C'est ça, malheureusement. Et je pense que la radicalisation a commencé par les Français qui se sont radicalisés là-dedans. Exactement. Ce qui a provoqué une réaction en face, quoi. Ils finissent par se radicaliser. C'est très dommage, alors que... Ce truc-là, c'est cette question, c'est tu t'attaques à mon identité, donc je vais renforcer mon identité, quoi. Ouais, je me renforce, je mets des barrières et je construis des murs. C'est ça qui est dommage. Et malheureusement, actuellement, c'est de plus en plus ça. On va de plus en plus vers ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour démolir ces murs-là et ouvrir J'espère que la solution, ce sera pas une guerre, mais... Voilà. Mais malheureusement, tel que c'est parti, c'est pas loin. Ça craint, mais bon, voilà. Après... Ok. Un petit mot pour finir, peut-être ? Un petit mot, que dire, mais c'est... Un message de paix et de tolérance, peut-être ? Ah oui, bien sûr, du tout. Oui, non, mais moi, c'est ça, c'est... vu mon âge, déjà, moi, je vois d'abord l'être humain. Quand je vois quelqu'un en face de moi, je vois l'être humain avant l'origine, nationalité, sexe, orientation, n'importe.
si on voyait d'abord l'humain, et je crois que ça nous aiderait beaucoup à être mieux en soi-même et mieux avec les autres aussi. Donc moi c'est ça qui un peu manque, et moi mon message c'est toujours ça, c'est considérer l'autre en tant que personne, mais pas en tant que africain, musulman, juif, trans, homo, je sais pas quoi. Non, c'est un être humain. Et voilà, et après, oui. Mais malheureusement, ça c'est un peu... Oui. Donc moi, ma prêche c'est ça, c'est l'être humain, l'humanisme. Il faut qu'on retrouve l'humanisme. On parlait d'un moment, à l'école des Ducs, on parlait de l'humanisme rénan. Oui. Mais on est dans la région. L'humanisme rénan n'est pas forcément dans la tolérance non plus. Hein. Oui, c'est vrai que... Ouais. Mais au moins, l'humanisme, malheureusement, c'est ça l'humanisme qu'on a perdu un peu. Il faudrait qu'on essaye de retrouver ce sentiment, cet humanisme de chacun, que chacun porte. Et espérant que c'est ça qui va nous sauver. Mais, voilà, donc... mais malgré tout, je reste quand même... J'essaye de rester quand même optimiste. J'essaie quand même de rester optimiste, même si ça paraît très difficile, très compliqué. Mais je me dis, il faudra se dire qu'on est condamné à rester optimiste. Voilà, vous êtes toujours sur RBS, et avant d'entendre le dernier témoignage et ne pas oublier d'aller voter, nous allons partir sur un autre continent, en Afrique du Sud, avec le groupe Youth Ndloru Youth Chow. Voilà, tout de suite une nouvelle musique. Oui. Pendant une dizaine d'années que j'ai fait à Paris, j'ai pas pu trouver de logement. Bonjour Eric. Je me présente. Je ne vais pas utiliser un pseudonyme. Je vais me présenter sous mon vrai visage. Je m'appelle Lassana, c'est le prénom. Et le nom de famille c'est Jimera. Depuis les années 90, j'habite à Strasbourg. J'ai habité dans les quartiers du Nord-Off, et en ce moment je suis à Haute-Pierre, où je suis presque un notable là maintenant. D'accord. Un ancien aussi. Un ancien aussi. Voilà. D'où est-ce que vous êtes originaire? Je suis originaire de Mauritanie, un pays à cheval entre le Maroc et le Sénégal. À l'est, bordé par l'Algérie et le Mali. D'accord. À l'ouest, l'océan Atlantique. Donc vous êtes un Maure, quoi. Non, je ne suis pas un Maure, je suis un Noir mauritanien. D'accord. Voilà. C'est quoi la différence du coup entre les Maures la différence entre les Maures et les Noirs mauritaniens, c'est que les Noirs mauritaniens, c'est des ethnies. Je vais utiliser le terme négro-africain pour que les gens comprennent très bien. D'accord. Tandis que les Maures, c'est des tribus arabo-berbères d'origine. D'accord, ok. Quelles sont les raisons qui vous ont amené en France, et en quelle année vous êtes arrivé en France? À la différence de la plupart des gens, personnellement, je suis venu en France pour des raisons universitaires. Je suis arrivé ici en 5 octobre 1985. J'ai quitté mon cher pays, la Mauritanie, où il faisait 35 à 40 degrés à l'ombre. Et j'arrive ici en plein hiver, où à Paris, on avait la neige jusqu'aux genoux. Tu vois la dégringolade que ça fait, psychologiquement et physiquement. Oui. Donc ça ne m'a pas laissé sur le plan santé indemne, quoi. Oui, c'est vrai que culturellement le froid c'est aussi quelque chose qu'on apprend à gérer de façon culturelle, quoi. Culturelle, tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Et donc du coup vous êtes venu pour faire des études, vous avez fait quoi comme études du coup? Bon, quand je suis arrivé d'abord j'ai commencé à faire en arrivant ici, il n'y avait pas le bac. Donc il fallait que je fasse le bac et que je m'inscrive dans une université. Finalement, j'ai opté pour ce qu'on appelle les examens spéciaux d'entrée à l'université que j'ai obtenu à Tolbiac. Donc de Tolbiac, j'ai commencé à faire des études de philosophie.
durant 2 années. Et finalement, n'ayant pas de bourse, ma santé ne me l'ayant pas permis, j'ai opté pour le travail. D'accord. Donc j'ai arrêté les études et j'ai continué quand même à cultiver mon jardin par moi-même en autodidacte. D'accord. Mais du coup, qu'est-ce qui avait bloqué vraiment pour les études? Quand vous êtes arrivé, vous avez déjà un bon niveau scolaire, j'imagine? Ah oui, je suis arrivé à l'âge de 25 ans avec un niveau de terminal. D'accord. Mais du coup, vous avez pas pu reprendre là où vous en étiez parce qu'il n'y avait pas d'équivalent ou non, c'est surtout pour des raisons financières, quoi. D'accord. C'est pour des raisons financières. Parce que je sais que c'est une des grosses difficultés pour beaucoup d'étudiants étrangers. C'est l'équivalence des diplômes où il y a plein de choses qui ne sont pas reconnues par l'université française alors que le niveau c'est quasiment le même, quoi. Ouais, mais à l'époque c'était encore plus c'était pas trop difficile. D'accord. C'est maintenant que c'est devenu plus rude pour les étudiants étrangers. Ouais. Et ce qui n'est pas du tout normal, quoi. Voilà. Oui. C'était plus fluide, il y avait plus de fluidité à l'époque. Tout à fait, tu avais une fluidité. Les étudiants étrangers avaient plus facilement accès aux universités françaises. Par contre, par rapport à l'époque. Et quelles ont été les étapes et les épreuves que vous avez rencontrées pour vous établir en France? Sur le droit de séjour Pour la première étape, après avoir fait 2 années d'université, sans pour autant, il faut le dire, obtenir le DEC qu'on appelle à l'époque, le DEC de philosophie. Alors, j'étais obligé de rentrer dans le monde du travail. Ah ouais. Donc, la première chose qui va se poser, c'est de quitter le statut d'étudiant à un statut de travailleur salarié et avoir la carte de séjour de salarié. Ouais. Donc, ça n'a pas été facile. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé? Finalement, j'ai opté en tant que militant politique par demander le réfugié politique. D'accord. Donc, par ce biais-là, je suis arrivé à me régulariser et à entreprendre un travail salarié. Et en tant que militant politique, vous étiez en difficulté en Mauritanie par rapport à ces questions politiques ou... À l'époque, on était en difficulté, tout à fait. Parce que c'était l'époque du parti unique. D'accord. Les années 60 à 78, c'est le parti unique. À partir de 78 en Mauritanie, c'est les militaires qui arrivent au pouvoir. Alors donc, l'opposition était un peu traquée. D'accord. Et c'était quel genre de politique? C'était en général, le parti unique, c'est plutôt dictatorial, mais... Ouais. Et du coup... nous étions des militants de gauche. On luttait pour les droits humains, pour la justice sociale, pour la justice économique et pour la lutte aussi contre le racisme dans le pays et le népotisme dans l'administration. D'accord. Donc il y avait tous ces éléments qui fait que nous on était mobilisés pour ça, quoi. Et le pouvoir était plutôt monopolisé par les Noirs de Mauritanie ou par les Berbères? Ouais, souvent ça s'ethnise aussi. Justement en Mauritanie, il faut dire que le pouvoir est maintenu et accaparé par la dominante Mour. Ouais. Bien que moi je n'analyse pas la situation de cette façon. Je sais que les rapports économiques déterminent tout, quoi, dans la vie politique d'un pays. Donc qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, quand ils sont au pouvoir, ils adoptent la même politique de classe. Une politique de classe, d'accaparement de... Voilà, tout à fait, quoi. Donc je ne m'inscris pas dans ce rapport de noir contre blanc, de blanc contre noir. Non. Oui. Voilà, donc quoi. Oui, moi non plus, mais c'est vrai qu'en général, que dans un pays, on a vu l'exemple au Rwanda où c'était une ethnie qui avait pris le pouvoir contre les autres, ou même... là, il y a l'exemple de la Mauritanie. Oui, la Mauritanie, on a connu des pogroms contre les Noirs mauritaniens. Oui. Diligentés et commandités par des militaires, des militaires de droite, qui ont noyauté, en tout cas les militaires progressistes qui étaient à l'origine du coup d'État. D'accord. Le coup d'État a été arrivé en 1978 en Mauritanie pour justement sortir la Mauritanie de la guerre du Sahara. À l'époque, c'était les militaires patriotes qui avaient initié ce coup d'État-là. Donc, ils ont pris des réformes
en direction des populations qui étaient très bonnes. Par exemple, la reconnaissance des langues nationales des Noirs mauritaniens. Ça, c'était un militaire qui l'avait fait. Ils ont créé même un institut des langues nationales pour que ces langues africaines puissent être transcrites et enseignées dans des établissements. Mais après, bon, changement de pouvoir, des militaires de droite arrivent au pouvoir et noyautent les militaires patriotes et font une politique chauvine, raciste. Et maintenant, en Mauritanie, il faut dire qu'il y a un racisme d'État. Ça, il faut le dire clairement. Ok. Ouais. Ouais, ça vaudrait presque le coup de faire un petit tour d'un peu de l'histoire de la Mauritanie, au moins depuis la décolonisation, parce que avant je crois que c'était les Français, c'était l'AOF. Ouais, la Mauritanie était inscrite dans l'AOF à l'époque. Bon, à partir des années 60, l'octroi des indépendances, entre guillemets, aux pays africains a vu l'accession d'un parti unique qui a été le consensus, en tout cas, qui a été le consensus de l'assentiment entre certains négro-africains et certains arabo-berbères. Ouais. Donc ils ont créé un parti unique qu'on appelait le parti unique, le PPM, le parti du peuple mauritanien. C'est ce parti qui était dirigé par Frère Mokhtar Ould-Daddah, qui a dirigé le pays de 60 à 1978. Voilà. D'accord, et oui, c'est ce parti-là qui a éliminé toute opposition, qui brimait toute opposition. D'accord. On se rappelle par exemple qu'en 1968, la première grève des ouvriers de Zouérat au nord du pays a été noyée dans le sang. Ils ont fusillé directement les grévistes, ils ont tiré la balle réelle sur les grévistes. C'est à partir de ce moment qu'est né un mouvement démocratique qu'on appelle le mouvement national démocratique mauritanien, qui disait non, écoute, les rapports de force, les rapports entre les citoyens mauritaniens, c'est pas un rapport ethnique, c'est un rapport de classe. Ah oui. À partir de ce moment, on a commencé à initier une politique qui va dans le sens d'unir ces populations autour d'un programme politique qui vise à lutter contre toute forme d'oppression, que ce soit raciale, ethnique ou de tout bord, quoi, que cela vienne du côté des négro-africains ou du côté des arabo-berbères. Donc c'est ça, ce mouvement politique a été le creuset, en tout cas de l'unité nationale en Mauritanie. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le principal parti d'opposition qui est en tout cas respecté dans ce pays-là. Malgré que les élections passées, ils n'ont pas eu de vent en poupe, quoi. Oui. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce qu'en fait en France on a très peu entendu, même dans les années 80, on a très peu entendu parler de l'histoire de la Mauritanie, des événements qui se passent en Mauritanie, parce qu'on parlait plus du Biafra et de tout ce qui se passait par là-bas. C'était au sud du Sénégal, donc du coup la Mauritanie c'était quelque chose dont on parlait peu, quoi. Ouais, la Mauritanie c'est un pays dont on ne parle presque pas, quoi. Oui. Alors c'est un pays qui a des problèmes sérieux, en tout cas de racisme d'État. Oui, puis, et surtout maintenant, ça s'est renforcé quand on sait que les courants politiques qui ont accaparé le pouvoir, ils sont imbibés d'un panarabisme, je veux dire réactionnaire, contre certains panarabistes qui étaient progressistes comme les Nasser, comme Gamal Abdel Nasser, feu Gamal Abdel Nasser. Mais les arabo-berbères qui sont en Mauritanie, qui contrôlent le pouvoir politique en ce moment, c'est des panarabistes réactionnaires. Donc pour eux, il n'y a que le chauvinisme arabe qui compte. Ils veulent nier les droits des populations noires de Mauritanie, et c'est pour cela même qu'ils ont créé les programmes des années 89-90. Et en ce moment même, on peut dire qu'il y a un suicide biométrique. On refuse de donner, en tout cas, les cartes nationales d'identité aux négro-africains. D'accord. Mais ça ressemble un peu au problème qu'il y a aussi au Niger, j'ai l'impression, non ? C'est le Niger qui est frontalier aussi avec la Mauritanie. Non, le Niger n'est pas frontalier avec la Mauritanie. Non, alors c'est... C'est le Mali. Oui, voilà. Le Mali est frontalier avec la Mauritanie. Oui, parce que le Mali, effectivement, ils ont aussi ce problème-là où ils sont à cheval entre le Sahara et... Au nord du Mali, ils ont une frontière commune avec l'Algérie. Oui. Ouais, donc on a les Touaregs au nord,
et au centre, au centre les Noirs africains. Et du coup, parce que là, vous parliez un peu du panarabisme, mais j'ai l'impression que ça frictionne aussi avec toutes ces politiques panafricaines qui commencent aussi à se construire petit à petit dans les pays d'Afrique. Oui, tout à fait. Il y a un panafricanisme qui commence à se constituer. Et même en ce moment, il est plutôt... Il a le vent en poupe surtout, quoi. Oui. Bon. Et comment ça se joue justement avec est-ce que vous appelez le panarabisme? Comment les jeux d'influence peuvent se jouer entre les deux? Entre les deux, les panafricanistes de l'Afrique noire considèrent que au nord, le Maghreb est partie intégrante de l'Afrique. Donc il faut faire en sorte que la politique tienne compte de cela, sans pour autant nier les droits, en tout cas de ces populations du Nord, qui sont des Arabo-berbères, à militer pour leur arabité, ce qui est juste. D'accord. Et donc du coup, par rapport à cette situation politique, vous avez pu demander, vous avez fait une demande d'asile politique en fait. Qui a été bien motivée. Et au bout d'une semaine, j'ai reçu mon récépissé de réfugié. Ah oui, d'accord. En plus, c'était plus simple. C'était avec l'OFPRA déjà à l'époque. Comment? C'était avec l'OFPRA déjà à l'époque. C'était l'OFPRA. Donc à l'époque, c'était beaucoup plus simple de faire des démarches au niveau de l'OFPRA que maintenant. Parce que maintenant, c'est on prend un rendez-vous maintenant, et puis c'est dans 6 mois qu'on a le rendez-vous et l'entretien, quoi. C'est vrai. Et l'entretien, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question en général à l'OFPRA. Tout à fait. Alors que là, pour le coup, effectivement, ça s'est plutôt bien passé, quoi. Et du coup, à part ça, quelles ont été les étapes, les épreuves pour vous établir? C'est-à-dire, en plus du droit de séjour, qu'est-ce que vous avez vécu, ne serait-ce que pour trouver un appartement ou... Bon, pour dire que principalement, quand je suis arrivé en France, en tant que militant politique, j'ai baigné surtout dans les milieux de gauche, quoi. Donc j'ai pas été trop confronté à ce racisme ambiant primaire qui existe par certains côtés dans la population française. Donc j'ai pas été trop victime de ça. D'accord, il y avait le soutien des syndicats et des... J'ai milité dans les syndicats, il y avait des rapports avec des personnes qui n'étaient pas racistes, donc je n'ai pas très reconnu le racisme. Par contre, par rapport au travail, j'ai connu des moments où j'ai été victime de racisme. Par exemple, je me rappelle une fois, j'ai travaillé dans un restaurant comme plongeur, et un passant qui venait avec son chien, le chien a chié devant la porte du restaurant. C'est le cas le chien a chié devant la porte du restaurant. Alors le patron, qui s'appelle M. Leblanc, n'a pas trouvé de solution que d'aller chercher le petit nègre que je suis pour venir ramasser. D'accord. Tu vois quoi, donc ça m'a beaucoup marqué, quoi. Alors donc, mais en tant que militant politique, en tant que philosophe, j'ai pris ça comme quelqu'un qui agit en fonction de de ses connaissances. Oui. Voilà, c'est un racisme primaire, quoi. Parce qu'il a traversé toute la salle, il n'a pas cherché à faire ramasser ce déchet-là par quelqu'un d'autre que par moi, quoi. D'accord, voilà. Il a fait tout ce chemin-là. Et du coup, avec tout ça, vous avez déjà un peu abordé la question, mais comment est-ce que vous avez été accueilli par les autochtones, les indigènes de la République française? Les indigènes de la République française, c'est-à-dire les indigènes de la République française, c'est-à-dire... c'est-à-dire que l'indigène, c'est la personne du pays. Ah non, j'ai eu des rapports très très fraternels. Vous savez, il y a les foyers africains à Paris. Les foyers africains, il y en a plein à Paris. Donc quand tu viens déjà, en tant qu'Africain, si tu te côtoies, ils te reçoivent. Non, vraiment, là, ils sont impeccables. Les gens des foyers, ceux qui habitent dans les foyers, ils ont l'esprit d'ouverture, l'esprit d'accueil, qui est légendaire en Afrique, quoi. Donc là, si tu les côtoies, tu n'as pas de souci avec eux. Et si tu as des difficultés, ils sont prêts à te financer, ils sont prêts à te dépanner, à te faire des prêts. Ben voilà, quoi. D'accord. Oui, puis après, vous êtes arrivé dans les années, au milieu des années 80. Donc, des années 80, ouais. Oui, effectivement, en plus, on avait vraiment une politique de gauche, on avait un gouvernement de gauche qui encourageait aussi ce type de travail et ce type d'initiative. Et du coup,
Est-ce que vous avez le sentiment d'être à votre place dans notre société, à l'époque où vous êtes arrivé et maintenant? Est-ce que les choses ont évolué ou pas? Non, moi, depuis que je suis arrivé en France, je suis considéré comme étant à ma place. Parce que je me considère comme un citoyen du monde. Oui. Il n'y a pas de raison que les marchandises circulent, que les hommes ne doivent pas circuler librement. Donc ça, avec cette philosophie-là, je me sens chez moi, ici en France, comme partout ailleurs dans le monde. Ah ouais. Voilà. Mais est-ce que la question c'est aussi, est-ce que le regard des gens a changé par rapport... le regard des gens sur vous, est-ce que vous avez l'impression qu'il a changé, qu'il a évolué en bien ou en mal? Non, je crois que le regard des gens a évolué en mal plutôt. En ce moment, c'est difficile d'être un Français de couleur d'ébène. Parce que les gens vont dire, il est venu manger notre pain, quoi. Et avec ça, non, c'est différent. Les années 80 maintenant, c'est très très différent parce qu'on a laissé faire. On a laissé les idées réactionnaires se propager. C'est bien la liberté, c'est bien la démocratie, mais la démocratie, la liberté, c'est pas un fourre-tout. Il faut qu'on puisse freiner certaines personnes qui, au lieu de cultiver la paix sociale, qui professent la haine entre les individus et les collectivités et les communautés. Est-ce qu'à votre avis, on peut considérer qu'on était trop tolérant avec des discours d'intolérance? On ne doit pas être tolérant avec les discours d'intolérance. Chez nous, en Afrique, on dit quelqu'un qui vient avec la parole pour s'exprimer, il faut le laisser parler. Mais quelqu'un qui vient avec un bâton, il faut l'arrêter immédiatement. Et le bâton, la parole, c'est aussi un bâton. Quand elle est déplacée, quand elle ne respecte pas les individus. Et du coup, avec cette parole bâton, est-ce que vous avez des exemples comme ça, des moments qui vous ont marqué négativement, une mauvaise expérience à nous partager, en plus de celle du chien, ou même plusieurs, des exemples qui peuvent être parlants par rapport à cette parole bâton, comme vous dites? Mais cette parole bâton, c'est surtout en ce moment, c'est d'actualité là. En ce moment, cette parole négative, cette parole qui cultive la haine, elle est propagée partout dans les médias. Donc je crois qu'il n'y a plus rien à dire, quoi. Il faut vraiment que tout le monde se dresse, que tout le monde se lève pour vraiment arrêter le développement de cela. Sinon, ça conduit à la catastrophe. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais après, ça peut être parlant de donner des exemples de paroles que vous trouvez, que vous ressentez comme oppressantes. Chose que nos auditeurs et nos auditrices, par exemple, pourraient trouver tout à fait normal. Comme quoi, par exemple Comme par exemple, à un moment, j'avais beaucoup réagi à une époque quand il y avait des militants, quand ils avaient balancé des bombes de peinture sur des statues de Voltaire ou d'anciens coloniaux ou de personnages comme ça, où il y avait eu un sacré débat où on disait qu'il ne fallait pas le faire, c'était sacré et compagnie, alors que cette révolte-là a un sens. Oui, cette révolte a un sens. Moi, je pense que la France est un pays multiculturel en ce moment. Il faut tenir compte de cette histoire-là. Et aussi, il faut tenir compte du passé. Il faut tenir compte du passé pour construire l'avenir. Oui. De cette façon, on peut dire qu'il y a certaines statues qui traînent encore dans les places publiques. Et je pense qu'il faut éduquer, il faut former les gens à les comprendre. Et même pourquoi pas, à un certain moment, arriver à les déboulonner pour les faire remplacer par des figures qui professent en tout cas la communion, la paix sociale et l'amitié au niveau du peuple, quoi. Du coup, vous qui avez fait de la philosophie par rapport à un Voltaire qui, en France, pour beaucoup d'intellectuels, passe pour le sage, l'homme politique respectable et compagnie, sauf qu'on sait que historiquement, il a bâti sa fortune sur la traite des esclaves. La plupart des intellectuels du XVIIIe siècle,
Oui, Oui. oui enfin, Voltaire c'est plus. Enfin, je trouve que Voltaire c'est vraiment plus frappant. C'est plus frappant. Parce que maintenant il a vraiment une image de sage et de personnage, moral qui transmet une morale, voire même de tolérance et compagnie, alors qu'il a que dans son vécu, dans son histoire, il a bâti sa fortune sur le commerce de l'esclavage. Mais du coup, la question qui se pose, c'est quand même à notre époque, comment tout ça peut résonner, ces contradictions qui maintenant sont complètement évidentes. Évidente, oui. Et qui à l'époque l'était beaucoup moins, comme vous dites, mais à l'époque c'était beaucoup moins évident, mais maintenant c'est vraiment évident qu'il y a des très fortes contradictions dans cette personnalité-là. Et du coup, comment nous, en tant que être humain et penseur même en 2024, comment est-ce que nous on peut se positionner par rapport à cette histoire-là, justement? Ouais, je pense que c'est par rapport à ces philosophes qui sont compromis à l'époque. À leur époque, ils n'étaient pas compromis. Ils étaient plutôt chuchotés, ils étaient plutôt bien vus, bien placés et tout ça. Mais à notre époque, il faut qu'on essaie de les comprendre aussi. Donc en prenant ce qu'il y a de bon chez eux et en rejetant tout ce qu'ils ont fait de mal. Donc moi, je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, il y a aussi une forme de dénonciation. Et puis après, il y a peut-être d'autres figures sur lesquelles on peut s'appuyer aussi. Tout à fait. Selon vous, quelles autres figures comme ça sur lesquelles on peut s'appuyer? Soit des personnalités de l'époque, soit des personnalités beaucoup plus récentes. Je pense par exemple, il y a aussi un personnage qui pose vraiment beaucoup de questions en termes, sur la terme du rapport à l'esclavage, c'est Victor Schœlcher. Et là, ça nous concerne vachement à Strasbourg quand même. Ça concerne ça, tout à fait, oui. Parce que Victor Schœlcher passe pour une figure. Il a fait des discours pour l'abolition de l'esclavage, mais pourtant c'était quand même un grand bourgeois, un industriel aussi. Qui a bien renforcé le système esclavagiste, tout à fait, oui. Mais quand ça a commencé à changer, il a retourné un peu sa veste, quoi. C'est pourquoi il est considéré comme étant un libérateur, or c'est pas le cas. D'accord. Ok, est-ce que vous pouvez nous raconter une belle rencontre, une petite histoire comme ça qui pourrait redonner un peu de baume au cœur et redonner un peu de positivité à notre époque? Une rencontre positive. Bon, la rencontre positive, je dirais c'est mon premier emploi que j'ai trouvé en tant qu'agent de sécurité. Oui. J'ai vu une annonce et je suis parti à l'UT, qui se trouvait à Saint-Denis. Alors, ils cherchaient des personnes pour les former dans le domaine de la sécurité, dans l'hygiène et la sécurité, quoi, à l'UT. Alors, c'était un échec de 6 mois. Je l'ai fait. Et le formateur qui était là-bas s'appelait M. Sébastien. Il avait une entreprise de sécurité. Et comme moi, j'étais grand et un peu baraqué, m'a dit, monsieur Djimera, tu es venu faire une seule sécurité, c'est très bien, si tu as les compétences, moi je suis prêt à t'embaucher. Et à la fin du stage, effectivement, que j'ai réussi, il m'a embauché. Et c'est à partir de ce moment que j'ai décollé dans le domaine professionnel de la sécurité, que j'ai fait jusqu'à maintenant. D'accord. Donc ça, c'est une belle rencontre quand même, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené de Paris à Strasbourg aussi? Parce que là, c'est pareil, il y a un dépaysement entre les deux. Il y a un dépaysement. Ce qui m'a amené de Paris à Strasbourg, c'est que à Paris, il y a la difficulté de trouver un logement. Oui. Pendant une dizaine d'années que j'étais à Paris, je n'ai pas pu trouver de logement. Et comme je venais de temps en temps voir mon frère Jimon qui habitait à Strasbourg, alors je me dit, il est plus facile que je vienne ici. Et au bout d'un an, j'ai trouvé un logement. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Donc c'est pour des raisons de logement que j'ai quitté Paris. Sinon, Paris, c'est une ville intellectuelle, c'est une ville grouillante, où pour quelqu'un qui veut s'investir socialement, il y a du pain sur la planche, quoi. Voilà. D'accord. Ok, un petit mot pour conclure, peut-être? Bon, pour conclure, je vais m'appesantir sur la situation actuelle. Où vraiment les personnes qui cultivent la paix sociale n'ont pas le vent en poupe. On l'a vu récemment à partir des dernières élections européennes. Donc il est temps que tout le monde se bouge. Sinon, comme on l'a dit quelqu'un, je ne me rappelle plus de c'était qui, c'est par la liberté que le fascisme s'installe.
La démocratie utilisée par les fachos, il peut parvenir à s'installer. Et quand il s'installe, eh bien, dans une cité où il n'y a pas la paix, rien ne peut fonctionner. Oui. Voilà, vous êtes encore sur RBS 91.9, notre émission touche à sa fin. Et votre agenda, après nous avoir écoutés, c'est d'aller dans votre bureau de vote, si c'est pas déjà fait, et pensez à aller écouter nos émissions sur la chaîne YouTube CVIC Strasbourg. Nos archives sont des plus intéressantes et poussent aussi à la réflexion citoyenne et tout ça. Et pour se quitter sur notre festive et préparer les vacances, je vais me permettre un nouvel écart aux règles de diffusion de la caresse. Et vous proposer, à la place de notre générique habituel, un temps de fête à la Ziginer, comme on dit en Alsace, avec Goran Bregovic. Et donc du coup, je vous souhaite bonnes vacances à tous. Nous allons nous retrouver, nous, en septembre avec les rendez-vous du monde de la caresse et le CVIC à la rentrée. Et ce sera toujours encore, normalement, le dimanche de 13h à 15h sur RBS 91.9.